Je vous remercie d'être là. Je remercie bien sûr Gérard de se déplacer régulièrement quand on a besoin de lui. Je remercie la mairie d'Épinal qui nous donne accès à la salle. Alors, je vais quand même présenter Attaque, même s'il y en a plein qui connaissent Attaque, parce que je vois quand même que des jeunes, peut-être qu'ils ne connaissent pas bien l'association. Hein. Alors ATTAC, c'est l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Alors ça a été fondé en 98. C'est une association altermondialiste, donc quand il y a eu la grande époque altermondialiste, on va dire, hein, les forums sociaux mondiaux, qui milite pour la justice sociale, la transition écologique. ATTAC conteste radicalement le pouvoir pris par la finance sur les peuples et la nature. On mène des actions pour favoriser le développement d'alternatives et pour mettre sous contrôle citoyen les banques et les multinationales prédatrices. Alors c'est un mouvement d'éducation populaire, c'est pour ça qu'on fait des conférences, entre autres. Hein. L'association produit des analyses, des expertises, organise des débats, des campagnes, elle participe à des actions partout en France et dans le monde. Alors nous, depuis quelques années, on a fait un peu moins de choses à Attaque Vosges. On peut dire qu'on était presque en sommeil. Hein. Le Covid nous a perturbés dans notre fonctionnement. Et puis là, on reprend cette année. C'est une conférence qu'on a... On n'a pas fait de conférence, on n'a pas organisé de conférence depuis 2016, je crois. Depuis Nuit debout. À l'époque, voilà, c'était avec un économiste d'Attaque. Mais avant, c'était quasiment tous les ans. Hein. Attaque est présente dans une quarantaine de pays, donc c'est un mouvement international. Il y a 10 000 adhérents en France, répartis dans 120 comités locaux. Alors, il y en a un pour le département des Vosges. Hein. Dans certains départements qui sont un peu plus... où c'est plus développé, vous avez plusieurs comités locaux par département, surtout si ce sont des départements peuplés. Hein. Alors, dans Attaque, il y a des adhérents, comme moi, comme certains d'entre vous ici, et puis il y a aussi des membres fondateurs. Il y a des syndicats, Solidaires, FSU, CGT Finance, Confédération Paysanne, des journaux, il y a Le Monde Diplomatique, Politis, Basta, des associations, comme Droit au Logement, Amis de la Terre, Artisans du Monde, 350.org. C'est pour le climat. Hein, 350.org, c'est une association écologique. Donc Attaque, c'est aussi une expertise reconnue à travers ses publications. Donc vous avez un exemple. Il y a plein de choses qui sont gratuites. Hein. Il y a des petits livrets, il y a des autocollants. Après, si vous voulez aller dans les livres, c'est un petit coût. Hein. Et puis, nos cibles, donc il y a des campagnes. Nous, on relaie certaines campagnes nationales. En ce moment, il y a Stop Évasion Fiscale. Impunité des multinationales, justice sociale, transition écologique, stop aux accords de libre-échange. Et les cibles, c'est les multinationales. Bon, vous avez des exemples, là, Amazon, Apple, BNP, etc. Société Générale, Total, Bayer. Et Attaque dénonce aussi la complicité des politiques qui soutiennent les comportements toxiques de ces entreprises. On s'est dit que dans le budget du gouvernement, allait vite arriver des attaques contre la sécurité sociale. Hein. Et c'était le moment de rappeler ce qu'était la sécurité sociale, ce que sont les cotisations sociales, un peu d'histoire. Alors je pense que Gérard est une des personnes qualifiées en France pour parler de ça. C'est pour cette raison qu'on l'a invité et on sait qu'il est très disponible. Militant syndical, CGT, ancien inspecteur du travail, militant politique, actuellement au sein du mouvement GDS. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à tes engagements? Non, c'est bon? Je lui laisse la parole. Merci de ta présentation. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. En fait, oui, ça fonctionne. Merci de ta présentation, merci de ton accueil, merci aux camarades qui ont préparé la réunion. Rien de grand se fait sans militants. Donc, il faut toujours remercier les camarades qui ont milité pour une réunion. Toujours. Bon, moi, il m'a dit si j'avais quelque chose à rajouter. Oui, ma première carte CGT, c'est en 1963. Aujourd'hui, j'ai 79 ans. Et ça fait 60 ans que je milite à gauche, syndicalement et politiquement. Assez pour avoir écrit des mémoires, d'ailleurs. Des romans policiers, parce que j'ai été 30 ans inspecteur du travail. J'ai dû visiter 9000 entreprises. Tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté.
Ça m'a maintenu en forme. Avez-vous vu le film qui s'appelle Quemada? Ça vous parle pas? C'est un vieux film de Gilles Pontet-Corvo. C'est le gars qui avait fait un film sur la bataille d'Alger qui a été longtemps interdite en France. Et Gilles Pontet-Corvo a fait ce film sur le soulèvement des esclaves à Haïti. Toussaint Louverture. Hein, et ce film, c'est un grand film hollywoodien. Hein, c'est Marlon Brando qui est l'acteur principal. Et c'est l'histoire des esclaves qui se soulèvent contre les maîtres. Et en première vague, une deuxième vague, une troisième vague. Et comme ils sont plus nombreux, ils finissent par gagner et les maîtres sont très inquiets. Et ils tiennent une réunion. C'est la réunion qui est intéressante. Il y a, Marlon Brando joue le rôle de l'agent anglais-britannique qui est là pour eux. Et il leur dit, mais arrêtez avec l'esclavage. Arrêtez. Réfléchissez bien. Les esclaves, ça vous coûte cher. Vous êtes obligé de les nourrir alors qu'ils sont petits, ils ne travaillent pas. Vous êtes obligé de les nourrir et de les loger quand ils travaillent. Ben, ça coûte cher. Puis quand ils sont vieux, vous les nourrissez encore et vous les logez encore alors qu'ils ne travaillent plus. Faites-en plutôt des salariés. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Vous ferez des économies. Et il réussit à convaincre l'assemblée des propriétaires terriens qui sont là d'arrêter avec l'esclavage. Alors c'est une image qui n'est pas souvent utilisée, mais le lendemain de la fin de l'esclavage, les esclaves ont été libres, mais plus malheureux. Ils ont été renvoyés dans les champs, ils n'avaient plus de toit, et ils ont été moins bien payés, et ont mangé moins. D'ailleurs, on ne parlait pas de salariés en vérité. On parlait de besogneux, de journaliers, de tâcherons, de loueurs de bras. La naissance du mot salariat est une construction sociale et historique qui est une rupture avec les lendemains de l'esclavage, pas immédiatement avec l'esclavage. Le comprendre permet aussi de comprendre pourquoi on peut être contre aujourd'hui l'ubérisation. Parce que finalement, Uber, c'est des loueurs de bras, des besogneux, des tâcherons, des journaliers. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? La construction du salariat, l'obtention progressive de droits liés à la tâche. Et ces droits liés à la tâche, qui ont constitué le salaire, se sont décomposés au point d'avoir un salaire direct, net, puis un salaire indirect, brut, qui s'y est rajouté. Et qu'est-ce que c'était ce salaire brut et indirect? C'était la récupération de ce que les esclaves avaient quand ils étaient chez le maître. Ça récupérait du logement, ça récupérait de la maladie, ça récupérait de la vieillesse. Ce que les esclaves avaient, mais ce que les journaliers n'avaient plus, ce que les tâcherons n'avaient plus. Le salariat n'est pas né comme ça du jour au lendemain par rapport à l'esclavage. Et il faut lire le bouquin de Noiriel sur l'histoire populaire en France. Le salariat en France naît tard. Dans Germinal, qu'est-ce que c'est? C'est des auto-entrepreneurs. Les canuts sont des auto-entrepreneurs. Et ils ont des équipes derrière eux, ce sont des petits artisans, des petits propriétaires d'un bout de la mine ou de machines à tisser. Mais ils payent leurs familles, ceux qui sont avec eux. Et souvent, c'est le paysan qui travaille au champ, le soir, va travailler sur la machine, et il y a l'organisation familiale du travail, et ça n'est pas du salariat. Tout le 19e siècle est à majorité comme ça, en France. Le salariat, c'est-à-dire la concentration, l'industrialisation, commence plus vite en Grande-Bretagne, en France plus tard. Bon, je vais vite parce que je ne vais pas faire un cours sur Napoléon III et les 20 années qu'il a fait. Puis après, et petit à petit, arrivent des droits, des réglementations. La première réglementation sur le droit du travail, c'est la durée du travail. Hein. On est en 1841, ça se fait suite, pour ceux qui connaissent bien le rapport Villermé, à toutes ses conséquences sur la situation des gens au travail, en disant ils crèvent au travail. Et s'il y a une réglementation de la durée du travail des enfants, c'est pas avec des bons arguments. Hein.
c'est pour avoir des soldats, parce que sinon on a moins de soldats. Donc si on les tue au travail, on n'en a plus pour la guerre. Donc il faut les protéger. Donc il y a une limitation. Pour les femmes, c'est le même argument. Pour le travail de nuit est supprimé ou réduit, pas pour des considérations féministes. C'est pour que les femmes fassent des enfants, soient moins malades et qu'il y ait une reproduction. Et donc les arguments viennent au tout début. Et les patrons ne veulent pas à l'époque ni payer pour la maladie, ni payer pour la retraite, ni payer pour le logement. Tout ça va arriver, mais arraché progressivement. Et comme je veux aller vite et pas vous faire un cours d'histoire sur le 19e, je vais vous dire tout de suite que d'un certain point de vue, tout commence, oui, ouais, on peut le dire comme ça, avec la catastrophe de Courrières. On est en 1906, il y a l'explosion, c'est pas un coup de grisou, c'est un coup de poussier. Je me suis fait reprendre pour avoir fait plein de fois l'erreur. Et le coup de poussier tue 1099 mineurs à Courrières. On est le 15 mars 1906. Et le patron dit, comme s'il ne se passait rien, vous reprenez le travail, et il ne veut pas aller chercher les gens dans les tunnels. Ce qui fait qu'il va y avoir 13 plus 1, le 30 mars et le 31 mars 1906, qui vont sortir affamés des tunnels par une sortie qu'ils arrivent à trouver. 14 seulement survivent. Mais quand l'information vient qu'on aurait pu les trouver, que le patron a refusé de les chercher, alors il n'y a pas BFM Télé à l'époque, mais ça fait le tour de France à toute vitesse. Il déclenche donc une grève spectaculaire par dizaines de milliers les mineurs. Clémenceau commence à céder avant de réprimer. Et Clémenceau fait une chose, il crée le ministère du Travail. Le ministère du Travail n'existait pas avant Courrières. Et le ministère du Travail, c'était une cellule dans le ministère de l'Économie. Il l'extrait et fait un ministère à part entière. Et il décide d'écrire le Code du travail. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que c'est 1906. En fait, le Code va être écrit, vraiment publié en décembre 1910. Il va falloir 4 ans. Mais pour vous faire le point tout de suite, 4 ans, 1910, le Code du travail a 3 lois et 80 décrets. D'accord ? Et il y a 3 millions de salariés. Je vous mets un siècle plus tard, 2010, il y a 30 millions de salariés, il y a 3 000 lois, 10 000 arrêtés et décrets. Entre-temps, un siècle. On passe de 3 millions de salariés à 30 millions de salariés aujourd'hui. C'est un chiffre impressionnant, il n'est pas propre à la France, il est européen et mondial. Le salariat est devenu majoritaire dans le monde il y a à peine 20 ans, 25 ans. C'est 54% de la population active. Le salariat l'a emporté sur ce qu'on appelle l'économie informelle, de toutes les formes. Et en France, à l'époque, avec 3 millions, c'était quoi 10-12% des actifs, quoi. Le salariat était encore minoritaire au Front populaire, en 1936, le premier. Et à peu près 7-8 millions. Je donne des chiffres, ils sont très contestés, mais enfin, les différents auteurs donnent à peu près ça, quoi. Et 7-8 millions, c'est quoi ? C'est 30% de la population active. Le premier Front populaire ne se fait qu'avec 30% de la population active. Si vous voulez réfléchir après, dans une deuxième partie, ça a des tas de conséquences politiques. En 1945, le salariat est en gros 45% à la libération des actifs. 45%. 55% sont des commerçants, des artisans, des agriculteurs, des paysans, etc. C'est la majorité. Et là, on va faire une petite introduction tout de suite du sujet. La sécurité sociale, les indépendants, disons les 50, n'en veulent pas. Parce qu'ils pensent que le salariat n'est pas encore assez fort. Une assurance basée sur le salariat, c'est pas du solide. Ils préfèrent leurs propres assurances. Et ils ne vont pas vouloir la sécurité sociale qui va être bâtie sur la base du salariat. Et le salariat continue. Quand arrive mai 68, alors entre 68, c'est un peu étalé dans le temps évidemment, et 81, on peut dire que là, le salariat commence à devenir majoritaire dans la population active.
peut-être, je ne vais pas vous faire une publicité pour François Mitterrand, mais il a eu une phrase quand il a été élu en 81. Il a dit, c'est la victoire de la majorité sociologique. Il s'est fait engueuler pour avoir dit ça. Tu commences, c'est politique, tu résumes, tu simplifies, c'est pas bon. Il a dit, c'est la victoire de la majorité sociologique. Le salariat a voté. L'élection d'un président au suffrage universel, quand De Gaulle l'a instauré en 62, c'était en fait pour que la gauche ne soit jamais majoritaire. Et en vérité, elle l'est devenue quand le salariat est devenu majoritaire physiquement. Et pour le coup, sur ce coup-là, Mitterrand n'avait pas mal vu les choses. C'était la victoire de la majorité sociologique. Et d'ailleurs, les conquêtes qui ont eu lieu encore en 81-82, je vais vite et je vais revenir, ont abondé le développement du salariat. Quand arrive Jospin, on est bien en 97, le 1er juin 97, c'était au lendemain d'une autre dissolution. Quand arrive Jospin, il y a 93% des actifs qui sont salariés. En un siècle, le salariat a gagné. Les indépendants ont perdu. Les 55% d'indépendants de 45 ne sont plus que 7 à 8%. Ce sont des chiffres sociologiquement, politiquement, économiquement fantastiques sur lesquels on ne réfléchit pas assez et qui déterminent mon sujet de ce soir sur la sécurité sociale. La sécurité sociale est en France basée sur le salariat. Elle est liée au salaire. Ce n'est pas la même chose que les sécurités qui existent, les protections sociales, par exemple anglo-saxonnes, qui sont fiscalisées. Si vous voulez revoir ce soir, quand vous rentrez, vous faites Internet, et vous faites Beveridge, Bismarck. Beveridge, c'est le lord anglais qui a installé la protection sociale fiscalisée. Notre protection sociale est réputée pour nous bismarckienne, parce que basée sur le système allemand qui a le premier rajouté les protections sociales au travail, à la tâche. Et ces protections sociales rajoutées à la tâche, ça a été progressif. Faut voir quand même, un code du travail qui passe de 3 lois à 3000 lois, vous vous rendez compte, c'est un texte fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes, négocié âprement, dans chaque grève, dans chaque manifestation, de 36 à 45, de 45 à 68, de 68 à 95. Et tout ça a construit un droit social, une protection sociale, qui a été, son moment crucial, était mise en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans le programme du Conseil national de la résistance. Ça aurait failli ne pas l'être s'il n'y avait pas eu l'obstination d'Ambroise Croizat, de la CGT à l'époque, pour pouvoir l'instaurer et l'imposer dans la pratique. Parce qu'il y avait d'abord le fait que ça soit dans le texte, puis après que ça passe dans la pratique. Mais en vérité, l'idée était qu'on accordait des protections aux salariés, et c'était devenu normal, alors que c'était anormal quand ils étaient journaliers, tâcherons et loueurs de bras. Alors ces protections globales, c'est en droit et en social. Le Code du travail et en sécurité sociale et en retraite. Ça, c'est accompagné d'une quantité de droits considérable. Considérable. Délégué du personnel. Comité d'entreprise. Comité hygiène, sécurité, conditions de travail. Mutuelle. Délégués syndicaux. 5 types de délégués. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un chiffre pour avoir une idée, juste avant la loi El Khomri, début 2000, il y a 450 000 salariés protégés, élus par les salariés en France. Il y a tout. Des DP, des CE, des CHSCT, des mutualistes, tout ça, etc. 450 000. Et c'est une construction qui vient depuis la naissance du Code du travail jusqu'à 2015, 2005, 2010, 2015. Cette construction-là, c'est la force du salariat. Et c'est aussi la garantie de son salaire brut. Alors, moi j'ai une formule, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment utilisée. Le salaire net, c'est au mois le mois. Le salaire brut, c'est pour vivre toute la vie.
Avec le salaire net, vous vivez le mois. Avec le salaire brut, vous vivez toute la vie. Et le salaire brut est resté, parce que le capitalisme, le patronat a toujours été contre la sécurité sociale, depuis le début. Et le salaire brut est resté souvent inconnu, jamais enseigné, jamais compris. Et au départ, il l'était, mais petit à petit, ils ont tout fait pour l'éroder. Alors, c'est les ordonnances de Gaulle en 66-67. Tout le monde a oublié que les grandes journées de mobilisation de 66-67 unitaires pour la défense contre les ordonnances de Pompidou, qui visaient à quoi? Qui visaient à enlever au salariat le contrôle de sa sécurité sociale. C'était ça les ordonnances de 66-67. Et faire que le système qui faisait qu'il y avait des élections à la sécurité sociale, un assurait une voix. Au sortir de la guerre, le patronat n'avait que 11,5% des sièges. Ils étaient 11,5% en tant qu'humains. Le reste, c'était les salariés. Les sièges étaient répartis. Un humain assurait une voix. Les ordonnances de Pompidou, de Gaulle, c'est de dire 50-50. 50 sièges pour le patronat, 50 sièges pour les syndicats. Et les syndicats se partageaient une majorité de sièges. Il ne restait plus qu'à ce qu'ils se divisent entre eux, que le patronat passe un accord avec un des syndicats contre les autres, et l'affaire était pliée et qu'ils dirigeaient tout. C'était la reprise en main de la sécurité. Ils n'ont pas osé enlever les élections. Ce n'est que Juppé, en 1995, qui enlève les élections. Hein, qui crée la LFSS dont on parle en ce moment même. La loi de financement de la sécurité sociale est une création qui ne date que de 1995. Parce qu'avant, le principe était essentiel, le budget de la sécurité sociale est un budget séparé. Ce n'est pas un budget de l'État. Ce n'est pas un budget qui relève d'un prélèvement obligatoire, comme ils disent tous les soirs à la télévision. Quand ils vous disent qu'il y a 57% de prélèvements obligatoires, la France est le pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires, on ne peut pas augmenter encore plus les prélèvements obligatoires, vous travaillez pour l'État. Ben non. La sécurité sociale est de droit privé. Ce n'est pas la fonction publique. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas le budget de l'État. C'est de droit privé, c'est géré par les assurés. Il y avait des élections à l'origine, et ces élections permettaient de gérer les caisses comme un budget, comme une entité totalement séparée. C'était le trait de génie de ceux qui ont fondé la sécurité sociale. C'était, on ne met pas le toit de notre esclavage, la maison de notre esclavage, les enfants de notre esclavage, la retraite de notre esclavage dans le budget commun, avec la même chose que l'armement, etc. On le met dans un budget à part. Je ne sais pas comment le dire, c'est le bas de laine de nos grands-mères, mais vous n'allez pas faire autre chose avec notre argent que ce pourquoi il est collecté. Et ils se sont attaqués ça dès le début. Alors j'ai parlé des ordonnances Pompidou de Gaulle, mais c'était en permanence. Ensuite, c'était des exonérations de cotisations sociales. Ensuite, c'était la baisse des cotisations tout court, la stagnation du taux de cotisation. Et même, il y a eu une attaque géante qui culturellement, ils disaient on n'est plus concurrentiel, on n'est plus compétitif. Ce sont des mots odieux, concurrentiel, compétitif. Hein. Demandez ça à ceux qui fabriquent du cognac aujourd'hui et qui ne fabriquent pas des voitures, quand ils négocient avec la Chine, ce que ça veut dire la compétitivité. On n'est plus compétitif, alors il faut baisser le coût du travail. On a entendu ça dès les années 80, sous la pression de Reagan, Thatcher, etc. C'était une grande contre-offensive. Et cette contre-offensive est arrivée chez nous, et elle disait, il faut arrêter, il faut baisser le coût du travail. Et il y a quelqu'un qui s'est frappé le front, qui a dit, bah oui, il n'y a qu'à baisser le brut. Et même mieux, il n'y a qu'à séparer le brut du travail. On va faire du Beverly Hills en France. Au lieu d'avoir que le patron il paye cher parce que maintenant, et ça y est, il fait le contraire de ce que Marlon Brando voulait. Tous les patrons sont obligés de payer votre retraite, sont obligés de payer votre maladie, sont obligés d'avoir versé quelque chose pour le logement, ils versent quelque chose pour les accidents du travail. Il y a 5 caisses. Comment on peut faire ça, se disaient les patrons? Comment on peut se débarrasser de ça? Comment on peut, en fait, fiscaliser? On va renvoyer ça à l'État. Parce qu'un budget séparé, ça nous coûte trop cher.
Et c'est bien ce qu'ils ont fait. Vous savez, premier qui a eu l'idée, qui a mis en vigueur, je vais choquer peut-être, je ne veux pas avoir de débat historique ni sur la personnalité, fort respectable par ailleurs, mais c'est Michel Rocard. C'est Michel Rocard qui invente la CSG. La CSG, ça ne cesse d'être une cotisation pour devenir une contribution en marge vers l'impôt. Et c'est le sas pour passer la partie du salaire brut à l'impôt et faire que ce soit plus le patron qui paye, pour qu'il soit concurrentiel internationalement. Parce que sinon, vous comprenez, la sécurité sociale qu'on paye aux salariés vous grève le coût du travail. Donc ça fait à peu près, 89, la CSG. Ça fait donc à peu près, on est à 45 ans d'offensive pour essayer de faire passer les cotisations vers la contribution, les cotisations vers l'impôt, et puis d'alléger, d'exonérer, de façon à ce que, on baisse le coût du travail et que le patron y gagne. Alors pour faire ça, il faut aussi faire reculer le salariat. Parce que justement, il a des délégués, des centaines de milliers de délégués. Il fait grève, il ne se laisse pas faire. Novembre-décembre 95, c'est quand même un autre mai 68. Moi, j'ai écrit mes livres, c'était mai 68, Histoire sans fin. C'est une autre bobine dans un autre meeting. Mais en 95, le salariat s'insurge. C'est comme dit l'autre, c'est des journaux italiens qui disaient quand l'Europe, le volcan en Europe fait éruption, c'est à Paris. Et la lave sort à Paris. C'était 95 pour défendre la sécurité sociale, qui était attaquée. Là, ils voulaient l'attaquer frontalement. Et il a été obligé de céder. Il a fait moitié-moitié. Il a gardé le budget séparé, mais il a quand même fait passer le budget sous le contrôle de l'État, sous le nom de LFSS. Puis il fallait faire reculer les autres droits du salariat. Alors le recul du droit du salariat, il est venu après les 35. Le dernier moment de conquête de droits, c'est les 35 heures. Contrairement à ce que des avis défavorables qui existent là-dessus, c'est vraiment le dernier moment. Je pourrais argumenter en détail. Et puis après, la loi Fillon du 4 mai 2004 dit que le principe de faveur entre la loi et la convention est mis à mal. Et ensuite, il commence à faire reculer la recodification du Code du travail entre 2004 et 2008. Et puis on arrive en 2010, il y a encore l'anniversaire du Code du travail est célébré, le centenaire. Et puis à ce moment-là, arrive Hollande. Alors là, excusez-moi pour les oreilles chastes, mais je vais être très polémique, parce que la principale attaque contre le Code du travail et un siècle de droit du travail, c'est lui qui va la faire. C'est-à-dire qu'en septembre 2015, Hollande va contredire Courrières. Je m'explique. Au moment de Courrières, quand Clémenceau dit on va arrêter, on fait un ministre du Travail, on fait un Code du travail, il dit on va maintenant adapter les entreprises aux besoins des salariés. Hollande, septembre 2015, dit on va adapter les besoins des salariés aux besoins des entreprises. C'est ce qu'on appelle une coupure épistémologique, pour faire savant. C'est une rupture historique. C'est la rupture d'un principe fondamental. Un siècle à construire le Code du travail en disant on va adapter les entreprises aux salariés, et Hollande arrive et il dit non, on va adapter les salariés aux entreprises. Vous ne pouvez pas faire pire. Vous ne pouvez pas faire pire. La mentalité et les résultats sont d'une profondeur incommensurable. On en vit encore tous les jours les conséquences. Et donc ça aide, en affaiblissant le droit, à affaiblir l'idée des cotisations qui, dans le langage courant, sont devenues des charges. Des charges sociales. Il y a trop de charges sociales. Je paye des charges sociales. Alors que c'est le salaire brut et que ce sont des cotisations. Et là, on est en plein cœur du sujet. Par exemple, quand vous écoutez toutes les télés le soir, ne vous laissez pas, et même dans des discussions individuelles, ou dans vos lieux de travail, ou dans vos entreprises, bureaux, comme on dit, universités et écoles, ne vous laissez pas intoxiquer sur le débat sur le budget. Tous les soirs, il vous parle du débat sur le budget. Il y a 3 budgets. Commencez par dire ça dans toute discussion. Il n'y a pas un budget, il y a 3 budgets. De quel budget vous parlez? Ah ben celui qui a une dette. Il y a 3 dettes. Il y a 3 dettes. De quelle dette vous me parlez?
Ah bah celle qui fait 3100 milliards. Elle est sur quel budget? Et là, ça devient intéressant. Parce que la dette actuelle de 3100 milliards, Macron en a rajouté 1000 milliards à lui tout seul. Les mecs, le maire et tout ça, nous donnent des leçons d'économie. Ces gens, en 7 ans, ils font 1000 milliards de dettes et ils viennent nous faire des leçons. Ils viennent nous expliquer que nos salaires sont trop élevés. Et pour ça, ils ont besoin de mentir. C'est sur le budget. Il y a trop de prélèvements obligatoires. Il y a trop de dépenses. Ben justement, non. Justement, le slogan, il commence à percer. Moi, je le balade dans des réunions, excusez-moi, comme celle de ce soir, depuis 10 ans, 15 ans. Je dis, c'est pas un problème de dette, c'est un problème de recette. C'est pas un problème de dette, c'est un problème... Je trouvais que la formule rime bien. C'est pas un problème de dette, c'est un problème de recette. C'est facile à essayer de passer. C'est pas une dette, c'est un problème de recette. Eh ben oui, c'est un problème de recette. Bien sûr. Bien sûr. Les 3 budgets. Alors, le budget de la sécurité sociale aujourd'hui, je vais faire à la louche, je vais pas faire... c'est à peu près le total. Santé, retraite, c'est 850 milliards. 500 pour la santé, maladie, tout ça. Et 350, 340 exactement, c'est à la louche, je vous ai dit, pour les retraites. 850 milliards. C'est le plus gros budget. C'est pas des prélèvements obligatoires. Ce n'est pas de l'impôt. Ce n'est pas de l'épargne. Ce sont des cotisations, du salaire. Une partie de notre salaire. Comment vous arrivez à faire passer une partie de notre salaire comme impôt? Enfin, faut vraiment tordre l'esprit des gens pour arriver tous les soirs, dans toutes les émissions de télévision, tous les journaux, à vous faire croire que c'est de l'impôt, que c'est du prélèvement. On vous prélève sur votre salaire. Mais on ne vous prélève pas. Vous le mettez de côté pour quand vous en aurez besoin. La cotisation, c'est une mutualisation. La mutualisation, c'est quelque chose qu'on met dans le bas à laine, dans un budget séparé, et qui sert quand vous êtes malade, en charge de famille, en recherche de logement, en accident du travail, en maladie ou en retraite. C'est pas une charge, c'est un bonheur. Arriver à appeler à ce qu'on a le mieux gagné en un siècle d'histoire du salariat, il est à nous. C'est notre budget. C'est pas un impôt. Il ne sert qu'à nous faire du bien. Il ne peut pas faire la guerre. C'est le budget de l'État, ça. Là, c'est un budget qui est réservé à nous. Ils arrivent à masquer ça. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que ce budget n'est pas endetté. Ou presque pas. Si vous voulez le pourcentage de la dette par rapport aux 3 budgets, c'est 9% de dette attribuée, générée par la sécurité sociale. 9% de dette déficit attribuée aux collectivités territoriales et 82% au budget de l'État. 82% de la dette des 3100 milliards ne vient pas de la sécurité sociale, ne vient pas de ce budget-là. Il vient du budget de l'État. Alors, qui peut gérer n'importe quelle société, entreprise, etc., sans partir des budgets? Vous vous rendez compte que tous les soirs, techniquement, ils nous mentent. Ils parlent d'un seul budget. Ils mélangent tout pour nous reprendre ce qui est notre protection sociale, ce qui est la part de notre salaire que nous mettons de côté. Ils ont mis 40 ans pour nous enlever le contrôle par des élections où on avait un assuré une voix, pour nous enlever le contrôle et qu'il n'y ait plus d'élections et que ça soit le Parlement qui en décide pour faire une LFSS. Et maintenant, ils disent, c'est là qu'il y a le pire, on va prendre là. Mais pourquoi prendre sur le budget qui est le moins problématique? Il faut prendre sur le budget qui est le plus problématique. 80% de la dette sur le budget de l'aide, ça c'est bien un problème de recettes. C'est bien parce qu'ils ont baissé les impôts. Et en plus, sur les 82% de la dette, ce qui est quand même fantastique sous Macron, c'est qu'elle provient du fait que l'année dernière, l'année d'avant, ils ont donné 240 milliards aux entreprises. 240 milliards aux entreprises. C'est fabuleux comme chiffre.
Le budget de l'État est à peu près 500 milliards à la louche. Le budget des collectivités territoriales est 250 milliards, 280 à la louche. Mais c'est sur le budget de l'État, les 500 milliards, ils donnent 240 milliards, à peu près 40% aux entreprises. Vous payez des impôts, ils prennent les impôts, ils le donnent aux patrons. Et en plus, ils exonèrent les patrons jusqu'à 2,2, 2,4, 2,6, 2 fois le SMIC de cotisation. C'est un transfert. Je ne sais même pas comment on se laisse faire. C'est un transfert. C'est la tour Montparnasse qui à chaque fois est transférée. Hop, en hauteur, vous faites des diagrammes, comment le budget de l'État se vide et comment eux, ils le remplissent en vous prenant des exonérations sur la sécurité sociale, en vous prenant sous forme d'impôts, en vous prenant sous forme de TVA et en redonnant ensuite aux patrons, en exonérant. Ça fait plaisir à Marlon Brando, ça. Hein, si je résume bien la totalité de mon propos, c'est pris à nous, chaque fois physiquement, sur notre travail. Il n'y a pas de problème de dette en France. Ah, Filoche qui dit ça tout seul, on ne passe plus à la télé. Hein. Ça ne peut pas s'entendre à la télé, ça. Hein. Et pourtant, c'est ça le fond. C'est ça le langage qu'il faut tenir. Il faut déconstruire la totalité du langage. Mais de quel budget vous parlez, Madame Salomé? De quel budget vous parlez, Monsieur? C'est invraisemblable. Jamais il redonne la clarté sur ce qui est la situation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut nous le faire, il ne faut pas avoir peur. Allez, arrêtez avec la dette. Hein. D'abord, elle ne sera jamais remboursée. Jamais. Jamais. Bon. Il y avait Bayrou qui avait inventé un truc, j'aime pas Bayrou, hein, il avait inventé un truc. Il a jeté le code du travail, le Bayrou. Oui, je veux bien raconter ça, mais il avait raconté ça au moment du Covid. Il avait dit, je propose qu'on fasse de la dette des dépenses du Covid une dette blanche. C'est-à-dire que tout ce qui est Covid ne rentre pas dans le total de la dette. Alors, ça s'est pas fait, les autres lui ont dit, arrête tes conneries, on a besoin de la dette pour faire pression sur les gens, ta solution n'est pas la bonne, etc. Mais du coup, il avait ouvert une porte, en plus, ce diable, c'est qu'en fait, il expliquait que la dette était une convention. C'est un jeu d'écriture. S'ils avaient décidé que la dette Covid était blanche, elle ne comptait pas dans les 3200 milliards qu'ils nous disent aujourd'hui. Mais ils affaiblissaient leur argument. C'est mieux de nous dire, il y a 3200 milliards, hein. Il faut en récupérer 60 milliards dès cette année, puis 60 milliards l'année prochaine. C'est un argument qui sert à terroriser. Vous n'avez pas le couteau dans le dos, vous n'avez pas le pistolet sur la tempe. C'est la dette. L'ampleur du chiffre sert à dominer, à terroriser, à mentir, à tricher. Donc, cette idée-là, il faut toujours qu'on la prenne. Moi, je la déconstruis à partir du budget et des recettes.